combattuti. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Contraste, où sur ce plateau, comme d'ordinaire, nos partenaires d'RCFM et de Corse Matin. Bonsoir Jérôme Souzine. Bonsoir. Bonsoir Roger Antèche. Bonsoir Sylvie. Alors l'actualité politique insulaire reste chargée, marquée toujours par les suites du déplacement sur l'île. Voici 10 jours du président de la République. Mardi dernier, les élus corses ont entamé place Beauvau un cycle de réunions de travail. Des réunions qui doivent aboutir d'ici fin mars à la définition du cadre qui pourrait voir la Corse inscrite dans la Constitution. C'est bien là la seule concession faite par Emmanuel Macron à la majorité territoriale nationaliste. Mesure symbolique, mesure cosmétique ou bien réelle avancée, alliant transfert de compétences et possibilité d'aménagement des lois nationales. Pour notre invité, Xavier Crétier, il s'agit d'une nouveauté remarquable dans le droit constitutionnel français. Professeur de sciences politiques à l'université Versailles-Saint-Quentin, ce fin connaisseur de la question corse à laquelle il a consacré un ouvrage en 1999, précisément intitulé La question corse, a travaillé sur les mouvements identitaires en Europe occidentale avant de se consacrer à la mouvance radicale islamiste. Xavier Crétier, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc travaillé sur les phénomènes de violence liés à des revendications identitaires et ces 2 dernières années sur l'islamisme radical. Comment interprétez-vous le parallèle fait par Emmanuel Macron le 6 février lors de l'hommage au préfet Claude Érignac? Le président de la République avait alors déclaré « C'est un de ces actes de terrorisme dont notre nation eut encore récemment à subir les actes de barbarie ». Oui, il y avait un chercheur américain qui avait expliqué que dans les discussions, très souvent, quand c'était des discussions politiques extrêmement tendues, on atteignait toujours un fameux point Godwin sur la question de la Shoah. Et là, on a l'impression que c'est mis en place une sorte de point Godwin islamiste. Et il me semble que le président de la République a un petit peu cédé à cette facilité linguistique en essayant d'établir, de façon, à mon sens, un petit peu maladroite, une forme de comparaison, d'assimilation, je ne sais pas trop ce qui était dans son esprit, entre en effet la menace islamiste et puis les attentats qui ont endeuillé la Corse, les attentats de type nationaliste. Bon, sur le fond, je pense que établir une comparaison en vue d'une assimilation, ça n'a strictement aucun sens. On n'est pas du tout dans les mêmes logiques, on n'est pas du tout dans la même intensité de violence, on n'est pas du tout dans les mêmes référents de justification de la violence. On pourrait détailler un petit peu tout ce qui différencie les uns les autres. En même temps, ce qui peut être intéressant, mais là c'est plus d'un point de vue du chercheur, je ne suis pas sûr que ce soit du point de vue du politique, c'est de s'intéresser aux logiques de radicalisation. On parle souvent de la radicalisation islamiste, mais après tout la radicalisation elle est multiple, elle n'est pas que islamiste, on l'a retrouvée à l'extrême gauche, à l'extrême droite, on la retrouve à tous les niveaux. Donc il y a des logiques d'engagement dans la violence et ça peut être en effet assez intéressant d'étudier ces parcours d'engagement, qu'est-ce qui les différencie, au-delà de la différence d'intensité de violence qui est absolument évidente. C'est un développement qui a permis à Emmanuel Macron d'évoquer, c'est le seul moment de ce voyage qui a duré 2 jours où il l'a fait, d'évoquer l'amnistie et l'impossibilité de l'amnistie. Oui. Parce qu'on pourrait parler sur le rapprochement, de rapprochement également sur le traitement judiciaire et pénitentiaire des détenus, qu'ils soient terroristes islamistes ou détenus pour des faits de violence en Corse. Oui. Alors, je pense que le parallèle là sur le traitement, en tout cas pénitentiaire, là aussi est compliqué. La grosse question qui se pose actuellement avec les islamistes, c'est le débat. Est-ce qu'on les réunit? Est-ce qu'on les met tous dans des unités, ce qu'on appelle des unités dédiées, qui a été la politique jusqu'à présent suivie? Ils sont entre eux ou au contraire, est-ce qu'on les disperse? C'était exactement la même question qui avait été posée en Espagne par les prisonniers de l'ETA, pour les prisonniers de l'ETA, et qui avait été réglée en 1983 par le plan Zen en Espagne, qui avait dit non, on les disperse parce qu'au départ, ils étaient tous regroupés et finalement, ils tenaient la prison complètement et ça empêchait les sorties de lutte. Ça empêchait ceux qui étaient un peu hésitants de sortir parce qu'ils étaient tenus par les chefs. Donc, on les a dispersés. Mais dans le cas basque, ou dans le cas corse, mais le cas corse se pose moins puisqu'il y a très très peu de prisonniers par rapport aux 450 prisonniers basques en Espagne. Mais dans le cas basque, il n'y avait pas de risque de prosélytisme à l'extérieur. Un basque qui se retrouvait avec des prisonniers andalous de droit commun, il n'allait pas les convaincre de devenir militants à Berzalé. Alors qu'évidemment, dans le cas islamiste, ce risque de prosélytisme est une réalité, en particulier avec des droits communs d'origine musulmane ou de confession musulmane. Donc la question, elle est entière et elle est encore en train de se poser en ce qui concerne ces gens-là.
peut-être, pour continuer sur ce débrief finalement du discours d'Emmanuel Macron sur la situation politique insulaire, reconnaissons une singularité de la Corse dans la Constitution. C'est effectivement, vous l'avez souligné tout à l'heure Sylvie, vous l'avez dit, une réelle avancée, considérez-vous pour l'instant. En quoi finalement ça peut être une réelle avancée quand le président de la République met finalement les jalons de la chose en disant l'ancrage, tout ça c'est pour mieux ancrer finalement la Corse dans la République. Alors, on peut, en fait, sur le discours d'Emmanuel Macron, je ne parle pas du discours de samedi, qui était en effet un discours, pour le coup, très dur et qui m'a semblé être un discours de fermeture. Mais le discours du lendemain, le discours de Bastia, m'a pas semblé si fermé que ça. Si on reprend, par exemple, ce qu'a dit véritablement le président, moi j'ai été quand même assez frappé par cette phrase, il dit à un moment « Je suis pour que chacun puisse se voir reconnu sa spécificité, mais cette spécificité dans la République, quitte à adapter la République ». C'est quand même une phrase qu'on n'est pas tellement habitué à voir dans un schéma républicaniste français, d'un président de la République gardien des institutions, qui dit en substance « la Corse a le droit à la reconnaissance de sa spécificité, et s'il faut adapter à la marge, peut-être, en tout cas il ne l'a pas dit à la marge, il a dit s'il faut adapter la République pour que cette spécificité soit reconnue, je suis prêt à le faire ». Alors après, on verra concrètement ce que ça donne. Sur cette question, vous pensez que le grand rendez-vous, c'est la révision constitutionnelle de juillet ? Oui. C'est là que ça va se passer ou ça ne se passera pas, quoi ? Ah bah ça se passera avant dans les négociations, mais en tout cas, ça va se passer là. Oui, ça c'est clair. La grande question, enfin, de toute façon, la question, c'est un secret de polichinelle, c'est de savoir sur quel article on va se reposer. Est-ce qu'on se repose sur l'article 72 avec une présence de la Corse au sein du titre 10 de la Constitution qui règle les collectivités territoriales, l'article 72 sur les collectivités territoriales générales? Ça serait bien, mais c'est vrai qu'il y aura une dimension strictement symbolique parce que la Corse serait affichée. Ça n'est a priori pas ce que souhaite la majorité territoriale. Non, évidemment. Voilà. Où est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on fait l'article 73, les dom-tom ou les régions d'outre-mer, ou est-ce qu'on fait l'article 74? L'article 74, c'est les collectivités d'outre-mer, type Nouvelle-Calédonie par exemple. Et là, évidemment, si on rentre dans l'article 74, ça change les choses, parce que la Corse est citée. Je rappelle quand même qu'il existe un titre 12 dans la Constitution entièrement consacré à la Nouvelle-Calédonie. Donc ça ne serait pas absolument infâme qu'il y ait juste un article au sein du titre 10 qui soit consacré à la Corse dans l'article 74. Et là, évidemment, il y aurait une capacité de co-législation, ce qui est quand même très différent. Dans un premier cas, on adapte les lois, dans l'autre cas, on les coécrit quasiment. Alors finalement, vous dites, Emmanuel Macron dit, peut-être la République peut s'adapter. Ouais. Pourquoi finalement la perception globale, en tout cas en Corse, était tout à fait inverse, était tout à fait de dire, mais c'est une fermeture totale. Ce que vous dites, c'est qu'au contraire, il y a un vasistas qui est ouvert. Moi, j'ai trouvé qu'il avait un ton qui n'aurait pas fait rougir Trudeau du Canada. Il avait un ton multiculturaliste. Le Canada est le pays du multiculturalisme. La France a toujours été extrêmement réticente à cela. Communautariste, multiculturaliste. Communautariste, c'est quasiment un gros mot en France. Multiculturaliste, c'est pas loin d'en être un. Et là, quand même, il avait une dimension, un discours très multiculturaliste. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on a pas distinguer le fond et la forme. Et que c'est vrai que sur la forme... La forme a été excessivement mal perçue. Voilà, a été mal perçue. On a quelqu'un qui est très autoritaire, pas seulement en Corse, mais je pense à tous les niveaux. Et puis, on peut imaginer qu'il y a eu quelques maladresses dans la fouille des élus nationalistes pour se rendre sur le lieu du discours, le fait qu'ils n'avaient pas de chaise. Est-ce que c'est dû au président ou est-ce que c'est dû à des systèmes, à quelques éléments au sein de la préfectorale qui avait peut-être des comptes à régler ou je ne sais pas exactement. Il y a des choses qui sont sorties dans la presse sur ce sujet. En tout cas, c'est vrai que, y compris dans le discours d'ailleurs de Macron, il y avait des éléments de pression, des petites piques qui étaient peut-être un petit peu maladroites. Oui, sur la fiscalité notamment. Voilà. L'idée était peut-être aussi pour Macron de répondre à la manifestation de la semaine auparavant qui avait été peut-être assez mal sentie à l'Élysée. Donc il y a une dimension formelle qui était à mon avis maladroite. Mais sur le fond, ça m'a semblé une avancée. Sur la méthode maintenant
conduire à l'inscription de la Corse dans la Constitution. Vous avez parlé de la Nouvelle-Calédonie, on sait comment la Nouvelle-Calédonie est arrivée dans la Constitution au terme d'un rapport de force, d'événements extrêmement violents et d'un paroxysme également du conflit. Là, ce que dit le président Macron, c'est vous avez un mois pour me faire vos propositions. Est-ce que c'est pas court? Est-ce que c'est un mois, c'est 4 réunions? Ça sera probablement une session exceptionnelle à l'Assemblée de Corse. Si on a l'ambition véritablement de passer de l'article 72 à l'article 74, on peut penser que c'est un peu court comme temps et que c'est un peu juste comme méthode, un peu léger comme méthode. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, soit on peut le lire comme ça, soit on peut le lire inversement. De toute façon, j'ai plus ou moins pris ma décision, donc un mois suffit largement à partir du moment où vous avez des éléments de base et ensuite le législateur adaptera. Mais c'est vrai que c'est fait à pas de course. Un mois, c'est très court. La comparaison avec la Nouvelle-Calédonie, elle est aussi difficile. Certes, la Nouvelle-Calédonie a connu un pic de violence, en particulier avec l'affaire d'Ouvéa, qui a été très fort. En même temps, la Corse a aussi connu de la violence, peut-être pas un même pic, mais enfin, elle a quand même connu une durabilité de la violence qui a été extrêmement importante. Je crois que la différence, c'est surtout que la Nouvelle-Calédonie est extrêmement loin et qu'il y a des liens très légers entre la France continentale et la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, avec la Corse. Roger en faisait état, quand on dit coécrire des lois, alors il y avait déjà des dispositions dans la loi du 22 janvier 2002 qui permettaient très clairement l'adaptation des lois et règlements nationaux. La majorité territoriale l'a rappelé à de nombreuses reprises. Sur les 40 propositions qui ont été formulées, 38 sont restées lettres mortes quasiment. 2 ont fini par être refusées. Après tout, les promesses n'engageant que ceux qui les reçoivent, qu'est-ce qui dit que les élus, aujourd'hui, pourront arracher dans l'espace d'un mois, dans ce délai très court, la possibilité d'adapter et de coécrire les lois nationales ? Ça, c'est évidemment, je ne peux pas vous répondre. Je fais pas partie. Il n'y a pas d'engagement de Macron. Non, il n'y a pas d'engagement. On est dans une phase de négociation, on est dans une phase de discussion. Madame Gourault a semblé plutôt ouverte, et on peut penser que si elle est ouverte, c'est que la hiérarchie au-dessus d'elle l'est également. Il faut aussi, de la part de Macron, soigner un petit peu les susceptibilités qui peuvent être de la part de son camp un peu ultra-républicaniste au sein de LRM. Donc voilà, c'est une négociation qui va durer. C'est vrai que le temps de la négociation est quand même très court. Ça, c'est une difficulté. Mais après, tout va jouer dans la phase de négociation. Il faut que les uns et les autres ne soient pas trop radicaux dans leurs propositions et parvenir à trouver un compromis. Est-ce que selon vous, si on arrive à cette étape-là, il peut se trouver une majorité des 3/5 dans un congrès pour voter une telle révision? Ça va être extrêmement difficile. Même si on a vu que les députés LRM étaient soumis à des whips, à des espèces de gardiens qui étaient censés un petit peu établir une législation commune, enfin en tout cas une prise de décision commune pour tous les députés LRM. C'est vrai que ça va être très très difficile. 3/5, c'est beaucoup. On sait que le Sénat sera naturellement opposé, à part peut-être quelques éléments. Donc ça risque d'être en effet très compliqué. Il va y avoir une part de pédagogie présidentielle à mettre en place pour arriver à convaincre. Mais en tout cas, en l'état des lieux, en l'état des forces politiques, ça me paraît compliqué. Ça paraît compliqué, d'autant qu'on a lu dans un petit entrefilet comme ça dans la presse ces jours-ci, pourtant des mots qui pèsent, des mots d'Emmanuel Macron qui dit il faut faire gaffe, on a des faucons, j'ai des faucons autour de moi, localement, en Corse, et puis il y a aussi évidemment ces faucons de la République, en quelque sorte. Le danger est là aussi. Oui, tout à fait. Le danger est là aussi. Alors, je pense qu'il est au niveau, en effet, des faucons qui vont jouer dans les deux sens, mais des faucons idéologiques. C'est pas automatiquement des faucons au sens où on entend parfois des gens qui cherchent à tout prix à pérenniser l'état de conflit. C'est tout simplement des gens qui n'ont pas envie d'arriver à un compromis et qui sont extrêmement rigoureux sur l'esprit républicaniste. Donc ça, c'est évidemment une difficulté. Et puis la deuxième difficulté, je pense... Est-ce que c'est la tendance Chevènement, finalement? Oui, bien sûr. Chevènement-Valls. Le fait de l'avoir affiché, ça... Oui, oui. Ah bah oui, évidemment. C'est le yin et le yang. Oui, oui, tout à fait. Ça va être difficile. Et puis, il faut quand même bien dire aussi qu'auprès de l'opinion publique, et pour un président de la République, ça compte, capitaliser politiquement sur l'acceptabilité des revendications corses, c'est pas payant. Très clairement auprès de l'opinion publique continentale. Donc ça va être un parcours très étroit.
en effet. Il y a un sondage, je crois, qui a été demandé par deux confrères du Figaro avec Odoxa, qui dit précisément que 6 Corses sur 10 sont opposés à toute forme d'autonomie. C'est la tendance générale, ça reflète vraiment 6 l'opinion. Français sur 10. Oui, 6 Français sur 10. Oui, 6 Français sur 10, oui. Oui, pour être tout à fait franc, j'aurais même pensé que c'est l'inverse. Et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas 4 Français sur 10 qui soient pour, en se disant, selon la fameuse phrase de Raymond Barre, s'ils veulent leur indépendance, qu'ils la prennent et qu'ils arrêtent de nous embêter. C'est vrai que la question corse est une question sur laquelle on ne capitalise pas électoralement si on n'est pas dans la répression de la part du gouvernement, dans le refus de toute compromission, etc. Donc le parcours de Macron est assez étroit. Ça, c'est sûr. Est-ce que sa vision, est-ce que ça reflète vraiment sa vision de l'État? Est-ce que c'est il a promis un pacte girondin au président de région. Est-ce qu'il est girondin, Macron, ou pas du tout? En tout cas, c'est peut-être un des plus girondins parmi les présidents qu'on a eus jusqu'alors. C'est peut-être un des plus libéraux. C'est un président relativement libéral, même s'il peut avoir aussi cette dimension étatiste, rappel de l'État, etc. Mais c'est normal, on est en France. En France, l'État, c'est tout. Enfin, Verticalité aussi, hein, oui, puisqu'il il a rappelé à Jean-Guy Talamone et à Gilles Simeoni qu'ils étaient des élus locaux avant même d'être des élus territoriaux, voire des élus nationaux. Quoi. Exactement. Et qu'il allait mettre en place une commission ad hoc ou une officine ad hoc spécifique sur le contrôle des comptes, etc. Donc on voit qu'il y a quand même cette dimension très étatiste, mais qui correspond au schéma français. C'est-à-dire qu'on ne verrait probablement pas la même chose dans un schéma espagnol, dans un schéma anglais, ou a fortiori dans un État fédéral comme l'Allemagne. Il faut voir qu'on part en France de très très loin en matière de schéma de pacte girondin. Vous dites le président probablement le plus girondin de la Ve République, mais également le président qui est le plus en conflit avec les territoires. Hein. Il y a l'Assemblée des régions ou l'Assemblée des territoires s'est opposée, notamment sur les dotations de l'État de manière assez forte, voire même sur ce qu'on pourrait concéder à la Corse. Les maires, ça grogne partout sur le territoire. Oui. Et pourtant, on a en face de soi un président qui entrerait dans une nouvelle relation entre l'État central et les territoires. C'est assez paradoxal ce qui se passe actuellement. Mais pas tant que ça si on pense qu'il est à la fois girondin et libéral. Et donc, en tant que libéral, il veut réintroduire, on le sent très fortement dans son discours, la notion de responsabilité. Donc, en gros, ce qu'il dit, et il l'a dit très clairement dans son discours en Corse, OK, on vous laisse un certain nombre de compétences et d'autonomie, y compris, on peut penser, des mesures d'aménagement en termes d'autonomie fiscale, mais j'arrête les subventions, j'arrête les versements. Donc vous êtes responsable de ce que vous allez faire. Alors évidemment, ça crie un peu et ça se tend un peu du côté des collectivités locales qui vivent quand même très majoritairement des subventions d'État. Vous dites, tout à l'heure, Sylvie Iacovi utilisait 6 Français sur 10. Je ne sais pas s'ils comprennent grand-chose à tout moment sur ce qui se passe en Corse ou ailleurs. Ce pas des idiots, mais c'est tellement complexe, évidemment, y compris la Catalogne. Oui. Ce sont des situations complexes qui ne sont pas encore d'ailleurs réglées, notamment la Catalogne. Pour parler de la Catalogne, il y a une forte question d'identité. Est-ce que, pour faire un parallèle avec ce qui se passe en Corse, on peut dire qu'il y a en France cette question identitaire concernant la France, donc, qui se résume à cette question corse? Le parallèle avec la Catalogne est un parallèle assez difficile. Il faut quand même voir ce que représente la Catalogne. 20% du PIB espagnol, 18 millions de touristes par an, première région exportatrice d'Espagne, c'est 25% des exportations espagnoles sont des exportations catalanes. Enfin, on est dans une puissance économique. Le PIB de la Catalogne, en 2014, c'était l'équivalent du PIB de la Grèce ou du PIB de la République d'Irlande. Donc on est une puissance économique sans commune mesure, évidemment avec la Corse. Les nationalistes n'ont pas vraiment, justement, pris cet exemple. Ils suivent, ils soutiennent, pas tous d'ailleurs, ils soutiennent, mais bon, on peut le dire. Et, par contre, Paris, Emmanuel Valls, le président de la République, sur ça, ils ont été très forts, très fermes, mais peut-être pour préparer un peu ce qui allait venir en Corse. Bien sûr, la Catalogne peut servir un peu, vu qu'en plus, ça c'est quand même pas très bien fini en Catalogne, ou ça c'est même pas fini du tout pour l'instant. C'est en suspens. Voilà, c'est en suspens. Et puis on a vu, et on a beaucoup insisté dans la presse française sur les conséquences économiques, avec le départ d'un certain nombre de sièges sociaux d'entreprises, etc., qui a pu faire peur. Donc on joue sur le contre-modèle catalan en disant, voilà ce qui pourrait se passer. Mais je pense que le parallèle avec la Corse tient pas.
pas. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que les nationalistes en Catalogne, pendant très longtemps, ça a été des faiseurs de rois. Ça a été des gens qui ont fait les majorités en Espagne. Jordi Pujol, quand il dirigeait la CIU en Catalogne, c'était selon son alliance possible, il allait rendre majoritaire le PSOE ou alors le Partido Popular. Donc c'est pas du tout la même puissance de frappe, la même force de frappe qu'ont les nationalistes. Cela dit, il y a une démarche identitaire en France. Il y a d'autres démarches identitaires qu'en Corse, que la Corse. Bien sûr, oui. Sur le territoire national. Il y en a, mais il y en a très peu. Bien sûr, on pense à Bretagne, éventuellement au Pays Basque, bien sûr, Pays Basque Nord. Mais le Pays Basque Nord est quand même très, très influencé par ce qui s'est passé au Sud depuis 1959 et la création de l'ETA. Et c'est vrai que ça a laissé des traces énormes et que la dimension identitaire n'est pas aussi marquée parce qu'il y a une peur de la violence qui est quand même très forte. La Corse est à ce niveau-là un peu unique. Mais encore une fois, ça dépend de la focale qu'on a. Si on élargit un peu la focale et on regarde sur toute l'Europe, on pourrait dire que l'identitarisme et les nationalismes en France sont très faibles, y compris en Corse. Bien sûr, elle existe, cette revendication identitaire, mais elle n'est pas aussi marquée qu'elle peut être. Ça va au-delà du nationalisme, cette revendication identitaire, finalement, au-delà des tendances nationalistes corses, finalement. C'est transversal. Vous voulez dire à d'autres forces politiques ? D'autres forces politiques, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est ça qui est particulier, peut-être. Oui. La grande réussite des nationalistes, c'est leur perspective gramscienne, pour parler un peu en sciences politiques. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la bataille des idées. Ils ont mis sur agenda politique des éléments, la corsitude, la langue, la culture, etc. Et puis un certain nombre d'éléments concrets, l'autonomie fiscale, le statut de résident, etc., qui ont été ensuite récupérés par à peu près l'ensemble des forces politiques. C'est pas sans lien avec la victoire électorale de décembre 2017. Les nationalistes, c'est actuellement probablement la force politique la plus dynamique, la plus active et la plus opérationnelle de ces 30 dernières années. Pour en terminer avec la Catalogne, peut-être, est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé en Catalogne précisément a cassé durablement tout projet d'indépendance en Europe pour un territoire? Ah non, pas du tout. Je ne pense pas du tout. Non. Je pense que d'abord la Catalogne, c'est pas fermé, c'est pas fini, ça peut évoluer. Et puis la question écossaise. Hors de l'Europe désormais, puisque Brexit et... Oui, mais alors justement, ça peut accélérer aussi les tentations centrifuges en Grande-Bretagne et particulièrement en Écosse. L'Écosse, là aussi. Mais là, on est dans des nationalistes, vous voyez, on est dans des nationalistes des nantis. La Catalogne, l'Écosse, éventuellement la Flandre, c'est nationalistes des riches. C'est des gens qui... le PIB de l'Écosse est supérieur au PIB de la France. Il faut quand même l'avoir en tête, par habitant. Donc c'est une région extrêmement riche, qui vit à 80% des ressources pétrolifères de mer du Nord, mais c'est une région extrêmement riche. Donc là, on a les moyens de son indépendance. Et à terme, ça peut arriver. Je parlais de l'Écosse, de la Catalogne, et le cas belge. Le cas belge est, alors pour le coup, très préoccupant. Avec la Flandre. Avec la Flandre, sauf que le cas belge, France et Wallonie, c'est un peu comme Palestine, Israël, il y a Jérusalem au milieu. Jérusalem, c'est Bruxelles. Et donc, ça va être en effet très compliqué. Il y a la Ligue du Nord. Là, on est dans des nationalistes de nantis qui ne sont pas tout à fait les mêmes que le nationalisme en Corse ou que d'autres nationalismes. Vous parliez de l'Europe. Depuis 2015 et encore depuis janvier dernier, les nationalistes se font un devoir de prospecter les institutions européennes. C'est du lobbying, c'est une stratégie de contournement de l'État. Vous l'analysez comment ? Oui, les nationalistes ont, comme toutes les formations politiques, ont à leur main un certain nombre de... prendre un gros mot de sociologue, des structures d'opportunités politiques qui vont être favorables à leur mouvement. Parmi ces structures d'opportunités politiques, il y a l'Europe. L'Europe, indiscutablement, ça a été une opportunité très forte. Le Conseil des régions, 1994, création du Conseil des régions, qui a été de tout temps un lieu de représentation des intérêts régionaux extraordinairement important. Les grands, Alex Salmond pour l'Écosse, Jordi Pujol pour la Catalogne, ont été les représentants du Comité des régions, qui a des pouvoirs forts sur les décisions de la Commission. Le FEDER, le Fonds européen de développement régional, qui a été mis en place pour développer les régions. Donc on a des nationalistes, la Charte européenne d'économie locale, etc. On a pas mal de choses qui ont été créées au sein de l'Union qui vont être des opportunités pour se faire entendre. C'est pas un hasard si Jean-Guy Talamoni, dans la précédente législature au sein de l'Assemblée territoriale de Corse, avait été désigné comme le représentant de je ne sais plus comment ça s'appelait, la Commission des Affaires européennes. Mais ça date de José Rossi. Ça date un petit peu. Mais enfin, on voit très bien qu'il y a un intérêt à jouer l'Europe
à jouer Bruxelles contre Paris, contre Madrid, contre Londres. Mais on voit que ça n'a pas tout à fait marché en Catalogne parce que les Catalans ont attendu vainement un geste de l'Europe au moment de la crise. Ça a été peut-être une naïveté politique de la part des Catalans qui croyaient un peu trop, en effet, dans ce soutien européen. D'autant que les Catalans ont énormément investi le schéma européen. Enfin, ils sont extraordinairement présents. On le voit très bien dans les milieux universitaires catalans. Les meilleurs étudiants des grandes universités de Barcelone sont directement recrutés par la Generalitat pour aller défendre les intérêts de la Generalitat auprès de l'Europe. Est-ce que dans le débat qui est celui de l'État central et de la Corse aujourd'hui, pensez qu'au niveau de la présidence du gouvernement, il y a une prise en compte réelle de ce qu'a été l'abandon de la violence, la démilitarisation du FLNC, parce que c'est un épisode qui a été fondateur, je pense, dans la victoire des nationalistes en 2015 et en 2017, qui n'a pas été tellement commenté au moment où Manuel Valls était Premier ministre sous François Hollande. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement, de la présidence Macron et du gouvernement Philippe, on a pris conscience de ce que ce geste-là avait d'importance ? Alors, parce que ça a été un peu, c'est pas tellement apparu dans le discours d'Emmanuel Macron. Alors, en même temps, au tout début de son discours, je vous rappelle, une des premières phrases qu'il dit, il souligne, je me rappelle plus exactement le propos, il salue l'important chemin qui a été fait concernant la cessation du conflit, etc. Ça a été une de ses premières formules, en regardant d'ailleurs assez fixement les élus nationalistes au moment où il prononçait cette phrase. Donc c'est vrai que c'est reconnu. Et vous avez raison, je pense que ça a été absolument central dans la victoire des nationalistes que cet abandon de la violence à partir de 2014. Après, alors ça renvoie évidemment à ce qu'a été la violence du FLNC en Corse, et je pense que pour le gouvernement, la violence nationaliste en Corse n'a jamais été une menace suffisamment prise au sérieux pour qu'elle arrive, ou pour qu'elle soit suffisante pour bousculer les rapports entre la Corse et la France. Pour le dire un peu autrement et un peu crûment, on pouvait se satisfaire d'un niveau de violence qui a toujours été relativement limité au regard de ce qu'ont été les expériences basques ou irlandaises, etc., avec des centaines de morts, plus d'1 millier de morts dans le cas basque, plus de 3500 morts dans le cas nord-irlandais. Plus limité aux frontières de la Corse aussi. Plus limité aux frontières de la Corse, avec beaucoup d'attentats à l'explosif, mais beaucoup moins de morts par arme à feu, etc. C'est vrai qu'à partir de 98, l'assassinat du préfet, là, on a eu un saut qualitatif, et là, l'État a surréagi immédiatement. Mais je dirais que, la violence, ça a compté, ça compte, mais je ne suis pas sûr que ce soit automatiquement déterminant dans l'esprit du gouvernement français qui, pendant très longtemps, a pu se satisfaire de ce niveau de violence et qu'il maintenait d'une certaine façon sous contrôle. On a vu, alors ça n'a qu'un lien très indirect avec ce dont nous parlions, mais le gouvernement est quand même attentif à ce qui se passe et attentif aussi aux liens qui existent au sein même de la majorité territoriale. On a vu Jacqueline Gouraud interviewer, revenir sur ce tweet dont on a beaucoup parlé, donc on ne va pas détailler ici, insultant la veuve du préfet Erignac. Et Jacqueline Gouraud faire un distinguo entre, d'un côté, Gilles Simeoni, qui a eu, dit-elle, une réaction claire, nette, rapide, et de l'autre côté, manifestant son inquiétude quant au retour notamment de l'auteur présumé de ce fameux poste, Charles Piet, dans le parti de Jean-Guy Talamogne. On a le sentiment qu'il y a un distinguo établi. Oui, il y a un distinguo qui est établi et qui vise très clairement peut-être à renforcer la position d'un nationalisme. C'est un coin dans la cohésion de la majorité territoriale, clairement. Oui, très clairement. On cherche à renforcer la vision d'un nationaliste gestionnaire et à marginaliser celle d'un nationaliste contestataire, qui sont quand même les deux grands visages du nationalisme en Corse. En tout cas, ce que montre bien cette affaire, c'est que le nationalisme en a fini pour l'instant, avec la violence armée. Je ne suis pas sûr qu'il en ait totalement fini, le nationalisme corse, avec
la mystique de la cagoule, pour le dire un petit peu fortement, ou l'espèce de mythification de la violence. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, c'est-à-dire à partir du moment où les grandes doléances du nationalisme ont été partagées par l'ensemble des forces politiques, d'une certaine façon, l'identitarisme corse n'est plus le monopole des nationalistes, il a été repris par toutes les forces politiques quasiment de l'île. Qu'est-ce qui va faire la différence? Pour beaucoup, la différence, elle se fait dans l'action violente. C'est l'action violente qui établit cette différence. Lâcher l'action violente, lâcher la mystique de la cagoule, c'est évidemment, ça a été évidemment une décision très courageuse, mais très difficile à faire pour, me semble-t-il, un certain nombre de nationalistes dont ça faisait d'une certaine façon l'identité forte. Et on voit que cette identité, elle a du mal à partir totalement et que la place du nationalisme gestionnaire, qui est dominante actuellement, elle est encore un petit peu concurrencée par... ce qui reste d'une période. Ouais. C'est le moment, Xavier Chrétien, d'accueillir votre contradicteur que vous connaissez bien. Il est également docteur en sciences politiques. Il s'agit, pour le coup, d'une figure historique du nationalisme corse. Pierre Pojol, bonsoir, merci d'avoir accepté de venir échanger sur ce plateau avec Xavier Chrétien. Vous avez 10 minutes pour le faire. Ah oui, bon, c'est un peu délicat pour moi parce que j'ai fait quelques recherches universitaires et puis en même temps je suis un militant politique. Donc l'équilibre entre les deux est difficile. Bon, vous êtes un chercheur, etc. Vous vous intéressez énormément à la politique de la Corse. Moi, ce que je voulais aborder avec vous, c'est le problème des limites de l'État-nation français aujourd'hui par rapport aux différents problèmes qui se posent en son sein. Et le rôle de l'Europe par rapport à cette évolution, disons, de certains territoires à forte identité, cette Europe qui a été étrangement absente dans la crise catalane, ce qui est assez inquiétant, parce qu'effectivement, on laisse face à face Madrid et les Catalans, presque en donnant un blanc-seing, c'est-à-dire du franquisme à peine déguisé, et on laisse faire à Madrid ce qu'elle veut pour résoudre la crise catalane. Donc ça pose les limites de cette Europe. Donc je voulais savoir effectivement qu'est-ce que vous en pensiez de tout ça. Oui, je pense qu'il faut avoir en tête, vous avez pris le cas de l'Espagne. Encore une fois, la comparaison entre les mouvements nationalitaires en France et en Espagne, elle est compliquée parce que la structure de l'État est complètement différente. Tout à fait. Est tellement différente que je pense que ça joue aussi sur la conception qu'ont les acteurs nationalistes de leur propre place au sein de l'État. Pour le dire un petit peu différemment, et un petit peu peut-être de façon provocatrice par rapport à votre position de militant, j'ai parfois l'impression qu'un militant basque nationaliste, à Abertzale, il ne se sent absolument pas espagnol. Il se sent totalement basque et pas du tout espagnol. J'ai parfois l'impression qu'un militant nationaliste corse se sentira certes corse, mais toujours un petit peu français. Et que cette force de l'État, cette capacité qu'a eu l'État français à socialiser sur son territoire l'ensemble de la population, y compris aux marges du territoire, jamais ça a été le cas en Espagne. À la fois parce que les instances de socialisation, l'école, l'armée, etc., n'ont jamais été aussi efficaces, également parce que la structure constitutionnelle de l'État l'a permis. En France, on a en effet un État particulièrement unitaire. En Espagne, depuis la loi de 79 des autonomies, on a un État totalement décentralisé, avec 17 communautés, dont 3 communautés historiques, Catalogne, Galice, Pays Basque. 3 communautés historiques qui ont des compétences très fortes, article 148 de la Constitution, et l'article 149 de la Constitution, et ça c'est très intéressant par rapport au schéma français, dit en substance... Les compétences ne sont pas figées, elles peuvent bouger. C'est-à-dire que les nationalismes peuvent réclamer des compétences à l'État central. Oui, et ça s'est fait énormément. Donc on est dans des régions tellement décentralisées, tellement autonomes politiquement, avec un rapport à la langue, à la politique, qui est tellement fort qu'il me semble qu'on ne retrouve pas ça. Je crois qu'il faut quand même relativiser tout ça, parce que la construction de l'État espagnol, comme vous l'avez dit, n'est pas la même que celui de l'État français. Bon, il faut voir que la nation catalane et le peuple catalan existaient bien avant la constitution unitaire espagnole, qui est une constitution qui est quand même très large, à la différence de celle de la République française, qui est très fermée. Oui. Donc, moi, le problème, c'est que l'État français est une des composantes de l'Europe aujourd'hui,
l'Europe connaît des problèmes. Moi, pour ma part, je n'ai jamais fait une quelconque campagne pour une élection européenne, sauf pour l'élection de Max Simeone. Pour les autres scrutins, où je me suis abstenu, où j'ai toujours voté contre, notamment pour les Maastricht et la réforme de la Constitution européenne. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'Europe est quand même à la croisée des chemins. Est-ce qu'elle va se mouiller, enfin, et intervenir dans les débats qui agitent l'ensemble de l'Europe à propos de ces nationalités en émergence? Vous avez parlé de l'Espagne. Bon, on ne peut pas la comparer par exemple, à l'Empire britannique. Bon, on ne peut pas le comparer non plus à la Belgique ou à l'Italie. Donc partout, ou à l'Allemagne. C'est le seul État où c'est aussi fermé. Oui. Et parallèlement à ça, il y a quand même une île qui s'appelle la Corse, qui a été reconnue comme nation bien avant la République française, puisque lorsqu'elle faisait partie de l'ère pré-italique, lorsque l'État italien n'était pas encore construit, on parlait de la nazione gorza. C'était normal. Ensuite, il y a eu l'indépendance. Et ensuite, une politique a été mise en place qui a empêché la Corse de s'épanouir. Et puis, ce qu'on oublie de dire, c'est que depuis 50 ans, et particulièrement depuis 15 ans, il y a une volonté de noyer la population de la Corse dans un ensemble très français. C'est pas un hasard, il y a 5000 personnes qui arrivent chaque année, ça fait en 10 ans, ça fait 50 000 personnes qui s'inscrivent automatiquement, les équilibres culturels et sociétaux explosent. Donc là aussi, ça fait partie d'une francisation que vous désignez tout à l'heure en disant on se sent un peu français. Donc le problème aujourd'hui qui est posé par les élus de la Corse, c'est qu'il n'y a plus de violence. Avant, il y avait l'excuse de la violence, il n'y a plus de violence. Il y a des élus qui sont majoritaires, il y a des propositions qui sont faites. Donc le problème est de savoir, est-ce que face à cette évolution de la situation politique de l'île, est-ce que l'État va toujours répondre par non ou faire l'autiste, ou est-ce qu'il va enfin prendre en compte ce que portent les nationalistes qui ont été élus normalement et démocratiquement. Donc lorsque vous parlez de violence, c'est vrai la violence a arrêté, mais aujourd'hui, la violence où elle est dans cette négation de l'État. C'est là le conflit. Il nie la réalité des revendications de gens élus démocratiquement. Donc à partir de ce moment-là, qui est-ce qui fait violence? C'est l'État. Oui, oui. Donc, vous avez dit, vous ne savez pas si la lutte armée est finie, s'il y a de la violence, etc. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une impasse. Oui. Donc là-dessus arrive le voyage de M. Macron. Le voyage de M. Macron, au-delà, effectivement, de sa personnalité, parce qu'il se prend pour le roi Louis XVI, ça c'est clair, c'est pas... Donc, de la morgue affichée en permanence. Au-delà du fait que ça a coïncidé avec l'anniversaire d'un événement douloureux. L'assassinat du préfet Erignac, reste quand même le discours de Bastia que vous avez dit un peu positif. C'est vrai que si on fait abstraction de tout ça, peut-être il y a des phrases qui sont positives. Mais le problème où effectivement on ne peut qu'être inquiet, c'est que on connaît aussi M. Macron, il est capable de dire tout et son contraire. Donc on dit une phrase bien, on en dit qui annule tout ça. Donc moi je me pose la question, aujourd'hui il y a une ouverture dans la Constitution, moi je suis pour, moi j'ai toujours été pour, d'abord l'inscription de la Constitution, après on verra la co-officialité, les résidents, l'amnistie c'est impossible, on le sait. En 80, pourtant il y avait un rapport de force qui était autrement plus favorable, il a fallu batailler pour faire sortir tout le monde, et il y a eu enfin une amnistie, et encore difficile. Et puis après il n'y en a plus eu d'amnistie, il y a eu des libérations, mais il n'y en a plus, donc c'est très difficile. Mais au moins le rapprochement et la libération, ça c'est envisageable. Après la langue corse, bon, il y a d'autres moyens aussi peut-être de porter la langue corse. Moi ce qui m'intéresse c'est l'inscription de la Constitution, et là-dessus c'est le débat actuel, 72, 74 ou un titre spécial comme la Nouvelle-Calédonie. Si j'étais vraiment, pour être satisfait, je demanderais un titre comme la Nouvelle-Calédonie, mais on n'en est pas là, parce qu'il y a des rapports de force, etc. Et puis, une réponse de Xavier Chrétien. On est trop proche des côtes françaises, et malheureusement, il faut le dire, on n'a pas la peau assez bronzée. Donc tout ça, ça pose d'autres problèmes. D'une certaine façon, vous avez apporté presque la réponse à votre propre question. Ça va être
un rapport de force. Ça va être un rapport de force qui va se jouer avec l'État dans le cadre de la négociation. Et on voit bien qu'un des enjeux, c'est en effet être situé article 73 ou article 74 de la Constitution. On voit bien que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes dans le cadre espagnol. Dans le cadre espagnol, un Catalan ou un Basque ne se pose absolument pas la question de savoir si son avenir, il est dans tel ou tel article de la Constitution. L'avenir d'un militant Abertzale ou d'un militant nationaliste catalan, il est hors Constitution espagnole. Donc on n'est pas au même niveau d'avancement, au même niveau de conviction, au même niveau de socialisation politique de la part de la population. Et quand Pierre Pozzo dit on n'a pas la peau assez bronzée, excusez-moi, je reviens sur le terme parce qu'il peut heurter quand même. Si nous étions un peu moins blancs, disons, peut-être, et un peu moins proche des côtes françaises, on pourrait plus facilement entrer dans une problématique de type Nouvelle-Calédonie. Alors, vu justement les affrontements qu'il y a eu, le conflit a été posé quand même dans la rue. Très rapidement, vous êtes trop proche des côtes françaises. Est-ce que vous n'avez pas la peau assez bronzée? Ça, je ne sais pas, mais vous avez aussi trop de vos coreligionnaires qui sont présents dans les structures de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des liens avec l'État qui sont quand même extrêmement forts. Et des liens de mariage aussi. Des liens de mariage, etc. Des liens de migration. Marseille est peut-être la première ville corse de France. Donc on est dans une proximité qui est très forte, qui a été essayée, renforcée par un certain nombre. Regardez, par exemple, juste un mot pour terminer. Les conflits, les guerres. Si on prend les 3 dernières guerres, la Corse s'est battue avec la France. Les 3 dernières guerres en Espagne, que ce soit les guerres carlistes ou la guerre civile espagnole, le Pays Basque ou la Catalogne se sont battus contre l'Espagne. Donc on voit que la France, la guerre, et on sait depuis Charles Tilly que la guerre est un élément essentiel dans la nationalisation des territoires, la guerre a uni la Corse à la France. En Espagne, elle les a désunis. Rien que cette question-là, plus les questions économiques, la Corse est très dépendante de la France, c'est pas le cas des régions espagnoles. Voilà. On va mettre fin. Je pense que vous allez continuer ce débat, cet échange après l'émission, puisque les 10 minutes viennent de s'écouler. Déjà. Pierrot Beaujol, dommage. merci. Non, mais vous restez avec nous pour continuer tout à l'heure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous retrouvons donc Roger Antèche et Jérôme Souzy. Allez-y. Merci. Messieurs. Je commence. Un petit débriefing rapidement sur cet échange. Non, sur l'échange, sur l'émission aussi. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage référence titré La question Corse. Et avant de vous entendre, je m'interrogeais sur la manière dont la Corse était redevenue cette question pour la présidence Macron et son gouvernement. On l'a vu avec la démilitarisation du FLNC, la violence s'est tue et le climat est désormais apaisé dans l'île. C'est d'ailleurs un acquis de ce temps, me semble-t-il. Elle n'est plus cette violence, en tout cas, dans le rapport de force avec l'État. Les enjeux électoraux sont faibles ou négligeables pour une République en marche. L'opinion française, qui a changé sans doute sa vision sur la Corse, reste néanmoins rétive à toute évolution pour l'île. Alors qu'est-ce qui fait que la Corse nécessite encore cette attention toute particulière, ce regard si particulier de l'État, au point que l'on parle de l'écrire dans la Constitution, qu'elle continue à être perçue comme un péril politique pour un président qui, par ailleurs, a l'ambition, sans vraiment le montrer aujourd'hui, de changer la nature de la relation entre la République et ses territoires. On en parlera après, peut-être. D'accord. Jérôme. Vous avez évoqué récemment, lors d'une conférence, ce qu'on appelle l'effet Obama, c'est-à-dire le risque de déception d'un politique, le risque ici de déception de cette politique menée par les nationalistes corses qui sont au pouvoir, une obligation de réussite finalement. La question c'est à quel moment pourra-t-on considérer qu'il y a réussite dans le temps? Est-ce que le fait d'inscrire les choses dans la Constitution, ça pourrait être bien le succès ou l'échec? Vous avez parlé également de Paris qui finalement se contentait d'une situation même politique, militaire. Pendant des années, ils ont en quelque sorte su gérer la chose. Mais ils ont su la gérer aussi en sachant mieux diviser, jusqu'à ce qu'appelait un certain Jean-Pierre Chevènement une six-parité. On va lui laisser le mot, mais ça me plaît tellement, je le redis de temps en temps, qui s'applique d'ailleurs à d'autres partis que les nationalistes désormais en Corse. Mais c'est une aparté. Cette façon de gérer la Corse, de diviser pour mieux régner, est-ce que ça ne pourrait pas finalement revenir? Pour l'instant, on n'a pas l'impression que c'est le cas. Pour l'instant, on a l'impression qu'ils prennent le bloc nationaliste, qu'ils prennent même le bloc des élus de la Corse dans leur
intégralité, comme s'ils avaient une sorte d'identité. Une des questions qui a été évoquée au cours de cet entretien avec vous, Xavier Chrétien, c'est ce qu'on a appelé la clandestinité, au détour d'une citation maladroite, grossière, qu'on ne va pas qualifier parce que ça a été trop fait sur Facebook ces jours-ci, c'est comment sort-on de cette démilitarisation, comment démilitarise-t-on au moins dans l'esprit des gens ce qui a été 40 ans de l'histoire de la Corse. Alors, ça fait beaucoup de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses, mais c'est vraiment des bonnes questions. Et je pense que vous soulignez, à mon avis, trois risques importants pour l'exécutif corse actuellement. Donc le premier risque, c'est, vous venez de le dire, c'est le risque du retour à la violence, qui n'est pas totalement inenvisageable à mon sens, qui peut arriver. On voit qu'il y a de la contestation, en particulier auprès d'une partie de la jeunesse insulaire. Il peut y avoir une forme d'impatience vis-à-vis de résultats qui n'arrivent pas ou de négociations avec Paris qui débouchent pas sur automatiquement ce qu'on veut obtenir. Il peut y avoir aussi une critique des élus locaux et puis il peut y avoir une tentation de renouer avec une époque un peu mythifiée dont Pierre Poggioli a incarné à un moment donné, une époque mythifiée d'un front résistant, etc., dont on sait que ça peut fonctionner auprès d'un certain nombre de populations. Donc il y a ce risque de retour de la violence. Il y a le risque également de la division, mais qui va un peu de pair. Le risque de la division des forces nationalistes entre cette double optique gestionnaire-contestataire. Et c'est évidemment, s'il y a un retour de la violence, il sera très compliqué pour ceux qui incarnent le nationalisme contestataire au sein de la coalition. Ça va être un jeu d'équilibre, de ne pas condamner la violence et en même temps de continuer à participer à cette dynamique gestionnaire. Là, il y aura un risque de split qui sera très fort et qui sera très dommageable au nationalisme. Une des raisons de la réussite du nationalisme, ça a été sa capacité à faire l'union. Et puis, le troisième élément que vous avez soulevé, c'est... et ça me paraît presque le plus difficile, mais sur lequel je n'ai pas vraiment d'éléments de réponse, c'est qu'est-ce qui fait que... le marqueur, finalement, de la réussite. Comment ils vont réussir? Est-ce que les nationalistes vont réussir à sortir d'une gestion, on va dire, avant tout symbolique? Le symbolisme, c'est très important en politique, mais enfin, la plupart des gens en Corse n'attendent pas que des drapeaux corses ou des bustes d'une Marianne corse. Il y a déjà eu une mandature en plus, au cours de laquelle ça s'est plutôt bien passé pour eux. Donc il faut qu'il y ait des politiques publiques. Qu'est-ce que c'est que de créer une politique publique identitaire menée par une majorité nationaliste? En quoi cette politique publique peut être spécifique, singulièrement lorsque les outils d'établissement de cette politique publique spécifique ne sont pas autorisés? Par exemple, le statut de résident. Parce que ça, en effet, c'était véritablement une politique publique identitaire. S'il n'y a pas les moyens de le faire, la marge, là aussi, est étroite de créer des politiques publiques qui aient cette marque nationaliste, cette fibre nationaliste qui puisse plaire. Donc il me semble que ça, c'est les trois difficultés auxquelles sont confrontés les nationalistes. Xavier Chrétien, vous avez rencontré, dans le cadre des travaux que vous avez menés ces 2 dernières années, des travaux que vous avez compilés dans un ouvrage qui s'appelle « Soldats de Dieu », qui est coécrit avec Bilal Hénine et qui est paru aux éditions de l'Aube. Vous avez rencontré des... prisonniers, je dirais, islamistes radicaux. Oui. Et vous avez également rencontré des prisonniers corses. Pourquoi avoir, dans le même cadre, rencontré les deux? Alors, si je l'ai fait, c'est essentiellement pour désessentialiser la notion de radicalisation et le rapport qu'on peut avoir à l'islam djihadiste. C'est-à-dire que, pour le dire un petit peu simplement, on a l'impression que on ne pose pas la question à un brigadiste d'extrême gauche en Italie ou un membre de la fraction armée rouge, un membre de l'ETA, un membre du FNC, on ne se dit pas ces gens-là posent des bombes parce qu'ils sont fous. On dit ces gens-là posent des bombes parce qu'ils sont politiques, parce qu'ils ont des convictions, parce que, alors c'est bien, c'est mal, quel que soit le regard qu'on a, mais en tout cas on leur reconnaît une conviction politique. Or, sur les islamistes, et ça tient au degré de leur violence, le discours, c'est de dire c'est des fous, c'est des dingues, ce sont des gens qui... Donc j'avais trouvé que c'était intéressant d'établir cette comparaison pour voir finalement ce qu'il pouvait y avoir
à la fois de distinct, mais en même temps de commun. Moi, je me suis rendu compte dans ces entretiens qu'on a fait en prison avec des militants islamistes qu'on n'avait pas du tout affaire à des fous, qu'on avait affaire à des gens très politisés, parfois à peu près tout autant. Vous avez même dit des guerriers politiques. Oui, des guerriers politiques. C'est un terme que j'ai repris à un historien du nazisme. Je fais mon propre point Godwin, mais c'est vrai qu'on a affaire à des guerriers politiques, c'est-à-dire des gens qui font la guerre et qui ont des convictions politiques et idéologiques très fortes. Et dire que c'est des fous, c'est d'une certaine façon dangereux, parce que ça sous-entendrait, voilà, il faut soigner la folie. Non, ce sont des gens qui ont des convictions. C'est pour ça qu'ils sont dangereux. C'est un discours politique, un discours avec des fondements religieux. Alors c'est peut-être la différence évidemment avec les Corses ou les Basques. Les justifications de la violence sont absolument radicales. Se battre pour Allah, se battre pour Dieu, on ne se bat pas pour une cause politique, on se bat pour une cause transcendantelle. C'est-à-dire on se bat pour le fait que le discours de Dieu se réalise sur Terre. Donc se référer comme ça à une cause absolue, ça ne donne aucune limite dans l'usage de la violence. À l'inverse, quand on se réfère à une cause politique, qui relève toujours d'une forme de négociation, de discours, de forme de compromis, on est beaucoup plus... La violence, elle aussi, doit être mesurée, puisqu'elle fait l'objet de cette négociation. Alors sur le comportement, finalement, sur la situation aussi, sur le traitement parce que vous évoquez, oui, faites un parallèle, enfin, vous voyez les détenus de plusieurs catégories, finalement. Sur ces détenus insulaires, ces détenus corses, ces prisonniers politiques corses, comme le disent certains, ou ces prisonniers tout court. Est-ce que vous faites une différence de situation, de traitement tout d'abord ? C'est un peu compliqué pour moi de le dire. J'ai pas vu de différence de traitement qui serait particulièrement défavorable aux prisonniers corses. Bon, d'abord, les prisonniers corses, actuellement, ils sont quand même très peu nombreux. Je crois qu'ils sont 8 ou 9. Ils ont rarement été aussi peu nombreux. Voilà, ils ont rarement été aussi peu nombreux, alors que il y a plus de 175 ou presque 200, je crois, islamistes incarcérés. Donc, mais au niveau de leur statut, on a des prisonniers corses, comme Yvan Colonna ou Alain Ferrandi, qui ont un statut de DPS, de détenus particulièrement surveillés. C'est aussi le cas des islamistes. Et en plus, les islamistes se retrouvent souvent dans des unités singulières, des unités dédiées, qui sont des unités, même si elles ont été supprimées, de fait, elles fonctionnent encore dans un certain nombre de prisons, qui sont des unités avec un niveau de surveillance extrêmement accru, avec des fouilles de cellules qui sont continuelles, etc. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait automatiquement des différences très fortes. Et les surveillants des prisons, moi je peux vous le dire parce que j'ai parlé avec un certain nombre d'entre eux, aiment beaucoup les détenus nationalistes, qui sont en gros des bons clients, qui sont des gens qui respectent, qui sont respectueux, qui respectent les règles, etc., qui ont une conviction politique, qui ne sont pas naturellement extrêmement violents, contrairement aux islamistes, on l'a vu avec les agressions de surveillants. Xavier Chrétien, c'est la fin de cette émission. Je rappelle très rapidement le titre de votre ouvrage, Soldats de Dieu, donc c'est aux éditions de l'Aube. Merci une nouvelle fois d'avoir été notre invité. Contraste revient la semaine prochaine avec Jean-Vitus Albertine, qui nous l'espérons sera remis. En attendant, vous avez le Corsica Azer, à tout de suite. Bon Azer à toutes et bon Azimon.